Alors, nous allons vous présenter les résultats de l'enquête nationale sur la place des parents au sein de la réparation pénale. Déjà, un immense merci pour votre engagement, puisque vous êtes 33 services sur les 35 habilités en France qui ont pris le temps de répondre à cette enquête. Donc c'est un vrai succès. Vous n'entendez pas ? Vous m'entendez ? Ah oui, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc oui, donc un immense merci à vous tous, parce que 33 services sur 35 habilités en France ont répondu à cette enquête, donc un taux de retour de 94%. Donc c'est un vrai engagement de votre part, ça prouve que le sujet vous intéresse et est porteur. 3 UMO également du secteur public ont répondu à l'enquête. Donc c'est pas un énorme chiffre, mais on n'a pas communiqué auprès des services de la PJ, parce qu'on voulait au départ faire un questionnaire secteur public, secteur associatif, mais par manque de temps, on n'a pas pu le mettre en œuvre. Donc on est resté vraiment sur une communication secteur associatif habilité. Une personne a été écartée des résultats de l'enquête parce qu'elle ne réalisait pas de réparation pénale. Donc on voulait vraiment avoir un regard vraiment des professionnels sur cette mesure. Vous dire également que certains services ont envoyé une seule réponse, d'autres ont travaillé en équipe, certains ont envoyé plusieurs réponses par service, c'est pour ça qu'on est à 50 réponses, 51 retenues pour l'enquête. Ce qui est intéressant, c'est que parfois vous avez pu comparer vos questions, et donc ça a été l'occasion aussi de voir au sein de vos services et de vous repositionner vis-à-vis de la place des parents au sein de vos pratiques professionnelles. Le questionnaire a été construit avec des questions fermées, toujours suivies de questions ouvertes pour pouvoir justement peaufiner vos avis, vos analyses, vos positionnements. Et on le verra parfois au niveau de l'enquête, on a des réponses très fortes et massives avec des 88%, 9 professionnels sur 10. Et dans vos réponses, on peut tempérer ce type de positionnement. On voit que voilà, il y a encore beaucoup de débats sur la place des parents au sein de la réparation pénale. Alors, je pars dans le bon sens, non ? Alors, première question, c'était une question ouverte. C'était, selon vous, quelles sont les attentes des parents vis-à-vis de la mesure de réparation pénale ? La réponse que vous citez le plus est le besoin des parents d'avoir des informations sur la procédure judiciaire et sur les conséquences sur l'avenir de leur enfant, avec cette idée de pouvoir tourner la page une fois la réparation pénale réalisée. Comme le dit un service, les parents, dans le cadre de la mesure, ont besoin d'être écoutés, informés sur la procédure et rassurés sur la mention du casier judiciaire et le devenir de leur enfant, ce dont on a parlé tout à l'heure. Puis vient la question de la récidive et de l'importance pour les parents que leur enfant tire les leçons de cette mauvaise aventure et prenne conscience de l'acte commis, avec respectivement 18 et 17 occurrences, ce qu'a très bien exprimé la maman dans le film que vous venez de visionner. Citer à 17 reprises également la nécessité d'avoir une autorité extérieure qui s'exerce en plus de celle des parents et de bénéficier d'un soutien éducatif pour reposer le cadre de l'autorité parentale ou réinstaurer la confiance. Là encore, vos impressions rejoignent le témoignage de la maman qui indique clairement cette attente d'avoir une aide extérieure à son autorité à elle qu'elle exerce pourtant. Est-ce qu'on peut peut-être baisser ? Je ne sais pas si vous voyez bien là, du coup. C'est bon ? Ok. Alors, slide 2, selon vous, dans quel état d'esprit les parents abordent-ils les premiers rendez-vous ? Donc là, c'est une première salle de questions fermée. Vous deviez noter entre 0 et 5 si les propositions qui vous étaient faites étaient des états d'esprit que vous retrouvez en règle générale ou pas. En première position, sans surprise et en cohérence avec la première question, vous indiquez que les parents ont surtout peur des conséquences de la procédure judiciaire sur la vie de leur enfant et ont besoin d'être informés et de comprendre la procédure en cours. Viennent ensuite l'incompréhension vis-à-vis de l'acte commis par leur enfant, que vous mettez en exergue, ainsi que la peur d'être jugés comme de mauvais parents. Ces 4 premières réponses obtiennent des moyennes au-dessus de 3,3 sur 5 et des médianes de 4. Non, ça n'apparaît pas, mais nous, on a les statistiques. C'est-à-dire que plus la moitié des personnes ont considéré que ce ressenti reflétait fortement ou très fortement l'état d'esprit des parents qu'ils rencontrent. La peur d'être jugés comme de mauvais parents et l'incompréhension vis-à-vis de l'acte commis renvoient aussi à la question fondamentale de l'écoute des parents au sein des services. D'ailleurs, ce besoin, vous le notez relativement bien, puisqu'on a une moyenne de 3,12 sur 5 sur le besoin d'être écouté. Des parents que vous trouvez de manière générale en colère vis-à-vis de leur enfant et en attente de solutions.
En revanche, les autres réponses proposées ne semblent pas refléter l'état d'esprit des parents que vous rencontrez, que ce soit le découragement, la colère envers la justice ou l'indifférence. Vous voyez, l'indifférence, on est à 1,12. Alors, nous avons demandé ensuite si, selon vous, la majorité des parents étaient mobilisables et en quelle proportion. Près de 9 professionnels sur 10, 88%, estiment que la majorité des parents sont mobilisables. Dans le détail, cette proportion est encore plus importante, puisque quand on vous demande de noter si c'est entre 0 et 25, 25 et 50, 50 et, je crois, 75 et 75%, vous êtes 94% d'entre vous qui estiment que plus de la moitié des parents sont mobilisables, et vous êtes 1 sur 3 à indiquer que plus des 3/4 des parents le sont. Donc on vous a demandé ensuite ce que vous faisiez avec les parents qui n'étaient pas justement mobilisables. Alors attention, je pense que ce sont des questions ouvertes. Donc ce n'est pas parce que certaines réponses n'apparaissent pas avec un nombre d'occurrences importantes que les services ne le font pas. En revanche, ça donne une indication sur ce qui vous paraît central pour susciter la mobilisation des parents. Donc nombre de professionnels mettent en avant la nécessité d'avoir un entretien individuel avec le ou le parent non investi, que ce soit un entretien téléphonique ou d'arriver quand même à le rencontrer en entretien individuel. Un professionnel indique par ailleurs s'être déjà déplacé à domicile pour rencontrer les parents et le ramener à une implication avec son enfant. Les appels, courriers de relance sont également cités de nombreuses fois pour prise de contact. Et en cas de non-mobilisation manifeste, vous indiquez informer néanmoins le parent à chaque étape de la mesure pour 11 d'entre vous. Cette non-mobilisation apparaît dans le rapport final transmis au magistrat chez 9 professionnels, parfois même en cours de mesure. Vous le précisez, il y a 3 d'entre vous qui le précisent, avec la remontée de signalement, ce que vous indiquez également tout à l'heure. Sur les arguments permettant de mobiliser les parents, vous citez en premier lieu le rappel du risque pénal que court l'enfant, mais également le détenteur de l'autorité parentale, pour 9 d'entre vous, tandis que le rappel de leur poids sur l'implication de leur enfant et donc sur la réussite de la mesure est cité par 6 d'entre vous. À noter, vous ne le voyez pas, mais dans cette réponse, nous ne trouvons pas d'indication permettant de penser que vous relancez avec insistance les parents non mobilisés, tout en continuant toutefois à les informer. Ça ne veut pas dire que vous n'insistez pas, mais en tout cas, on ne le relève pas dans vos réponses. À la question, considérez-vous que l'implication des parents repose sur les parents uniquement ou repose aussi sur les professionnels qui doivent essayer de faire émerger cette implication? Sans surprise, vous êtes... Ah, excusez-moi, c'est bon? Merci. Vous êtes 92% à affirmer non seulement que l'implication des parents repose sur les professionnels, mais qu'ils doivent essayer de faire émerger cette implication. Alors j'essaie de ne pas me tromper de sens cette fois-ci. C'est bon? Non? Ouais, j'ai un sort d'orientation même avec les machines qui n'est pas bon. Merci Vincent. Donc par conséquent, est-ce que vous accordez une place essentielle à l'implication des parents dans la réparation pénale? Là encore, la réponse est oui, à hauteur de 82%, 16% parfois et 2% non. Donc au vu des réponses, ce chiffre est minoré car bon nombre de professionnels ayant répondu parfois, lorsqu'on regarde vos réponses qualitatives, on est quand même vraiment proche du oui, puisque vous précisez que l'implication des parents est importante pour faire baisser les tensions familiales, remettre le jeune dans une place au sein de sa famille. Certains parfois attendent à indiquer qu'on peut quand même travailler avec le jeune sans les parents, notamment lorsqu'on a des parents toxiques ou défaillants. A l'inverse, un professionnel répond un non qui est quand même plus proche parfois qui est plus proche du non, en indiquant que pour lui la personne au centre de la mesure, c'est le jeune. L'implication des parents est essentielle, mais pas dans le travail de réparation pénale, qui doit mettre en mouvement le jeune en premier lieu. Même chose pour le professionnel qui a répondu non. Pour lui, la place essentielle est accordée aux mineurs et à sa remise en question, et donc pas aux parents. Je tente. Non. Non? Je te laisse faire? Non, c'est pourquoi accordez-vous... C'est celui d'avant. Pourquoi accordez-vous une place essentielle aux parents? Là, on analyse les personnes qui ont répondu oui à 86%. Donc, en tout premier lieu, vous indiquez majoritairement que la mobilisation des parents entraîne celle de leur enfant, parce qu'ils sont les principaux acteurs autour de leur enfant, que ce soit dans l'adhésion ou dans la contradiction, ce qui se joue avec les parents est essentiel pour que le mineur retire du sens à sa mesure. Là, je vous cite. En deuxième et troisième position des arguments que vous avancez en commun, on retrouve la dimension éducative des parents et la nécessité de pérenniser les effets de la réparation dans le temps grâce à leur implication.
Selon vous, je cite, la réparation prend tout son sens si les référents éducatifs du quotidien y participent et sont impliqués afin de poursuivre le travail mené durant la mesure, après la mesure. Il est important pour vous également de les impliquer pour, je cite, l'après-réparation en confortant ou en remobilisant la place parentale. Pour toi d'entre vous, les parents sont des partenaires à part entière dans la mise en place de la mesure, qui peuvent en relayer le sens et les objectifs auprès de leur enfant et en faciliter la mise en œuvre. Ils sont co-acteurs de la mesure. De façon plus prosaïque, vous soulevez à juste titre qu'il est nécessaire d'impliquer les parents car ils sont civilement responsables des actes de leur enfant. Voilà. Je te laisse faire. Alors. Ensuite, quelles sont vos méthodes, justement? Disposez-vous d'outils vous permettant d'impliquer les parents? 53% d'entre vous estiment avoir mis en place des outils, ce qui ne veut pas dire que les 47% restants n'en ont pas mis en œuvre. Ils n'ont juste pas identifié ces outils comme des leviers pouvant être spécifiquement dédiés à la parentalité. Et on le voit au niveau des réponses des professionnels qui disent avoir mis en place des outils. Ce ne sont pas forcément des outils créés de toutes pièces, mais des outils existants déjà pour le jeune et pour les parents, comme le DIPC, le questionnaire de fin de mesure, ou bien des séquences importantes aussi qui rythment la temporalité de la réparation, comme le premier entretien, l'entretien bilan, et qui leur permettent de faire participer activement les parents à la mesure de réparation. Ainsi, 12 d'entre vous présentent le DIPC comme un des outils permettant de travailler la question de la parentalité. Je vous cite, ce passage à l'écrit permet d'aller plus loin que le simple engagement oral. Pour un autre professionnel, le DIPC est un support pédagogique dans lequel le service demande l'inscription de réflexions familiales, notamment sur les valeurs portées par les parents. Donc on voit ici que le DIPC a été adapté pour pouvoir vraiment prendre en considération la parole des parents. À noter, un service a mis en place une convention d'engagement avec les parents. Donc là, on a la création d'un outil qui est dédié. Donc voici pour les premiers outils. D'autres choses sont mises en place également. Vos réponses font état de la mise en place de réunions collectives avec les parents ou de groupes de parole, parfois thématiques. On le verra tout à l'heure, on aura une présentation de la SOGAF du Nord sur ce type de journée, avec l'intervention parfois de psychologues, de médiateurs familiaux. Voilà, c'est ce qui ressort dans les questionnaires. Cela peut également être des ateliers thématiques, comme nous le verrons cet après-midi avec l'intervention de Jean Coxet sur les ateliers avec les auteurs d'agressions sexuelles et leurs parents. Une autre association a répondu au sein du questionnaire également mettre en place ce type de groupe auteurs, parents, auteurs d'agressions sexuelles. Également à noter la participation de parents à du théâtre forum, où des scènes de théâtre sont jouées par des éducateurs, puis les parents prennent le rôle d'un des acteurs. Donc là, on a vraiment des parents acteurs au sein de la mesure. Je ne sais pas si l'association qui a répondu, qui exerce ce type de réparation est présente. Si c'est le cas, ce serait intéressant en fin de table ronde qu'elle puisse nous présenter ce type d'action. Citons également l'existence d'entretiens dissociés pour les mesures concernant les violences intrafamiliales, pour les parents qui se retrouvent à la fois parents de l'auteur, mais aussi parents de la victime. Donc, slide 9, la question était: considérez-vous les parents comme acteurs premiers d'un changement possible de la situation du jeune? Plus de 8 professionnels sur 10 considèrent que les parents sont les acteurs premiers du changement. Je vous cite: le cadre peut être mis par une personne extérieure, mais il est essentiel qu'il y en ait un au sein du domicile pour exercer un réel changement du jeune. Cependant, la question ouverte tempère également la statistique ci-dessus. En fait, si la majorité d'entre vous revient sur l'impact direct des parents, sur le changement de leur enfant, et sur la pérennité de ce changement, vous êtes nombreux à indiquer que le premier acteur du changement, c'est le jeune lui-même, le parent ayant un rôle important mais secondaire, vous permettant par ailleurs d'accompagner les jeunes dont les parents se montrent totalement désinvestis. Je vous cite: l'enfant est l'acteur premier, le parent participe et aide au changement. De la même façon, certains d'entre vous indiquent que des tiers peuvent jouer ce rôle de catalyseur nécessaire à ce changement de comportement. Ainsi, selon vous, un événement marquant peut amener le jeune à une évolution positive, que ce soit sa petite amie, des rencontres, des phénomènes de santé. À la marge, vous êtes deux services à considérer que l'acteur premier du changement n'est ni le jeune, ni les parents, ni même la réparation pénale, mais se situe en amont de la mesure, puisque vous indiquez l'arrestation, la garde à vue, l'audition et le passage devant le procureur ou le juge, qui serait le déclencheur premier du changement chez le jeune. À la question considérez-vous les parents comme des acteurs de la mesure, donc participation à l'analyse de la situation, participation aux réponses apportées, là encore, 8 professionnels sur 10 répondent oui.
Mais lorsqu'il s'agit d'analyser vos réponses qualitatives, on note quand même deux postures différentes. Il y a les professionnels qui impliquent les parents de façon directe, et ceux qui les impliquent, mais de façon plus indirecte, voire qui les trouvent carrément un peu passifs, même dans le soutien. Dans les participations actives, 16 d'entre vous dites clairement que les parents vous aident à mieux comprendre les difficultés du jeune et les problématiques de la sphère familiale, tandis que 13 professionnels indiquent pour leur part que les parents sont partie prenante de la mesure et donc acteurs de cette mesure, avec le jeune. Je vous cite, la cellule familiale est un levier de transformation centrale sur lequel il est indispensable de s'appuyer, où une fois de plus, nous sommes persuadés que la mobilisation des parents dans la dynamique de réparation est primordiale. L'activité de réparation peut ainsi, dans certaines situations, être travaillée autour des liens familiaux et non sur l'acte lui-même. Le second cas de figure concerne les professionnels pour lesquels les parents participent, mais de manière indirecte, voire passive. De manière indirecte, vous indiquez que les parents se font le relais de votre action auprès du jeune, rappelant leur rôle de premier éducateur auprès de leur enfant, mais sans indiquer une intervention vraiment co-construite avec lui. Vous êtes également quelques-uns à considérer que les parents sont trop passifs vis-à-vis de la mesure, et là, même quand ils soutiennent votre action. On vous a ensuite posé la question des séquences au cours desquelles vous associez les parents. Autrement dit, y a-t-il des rendez-vous pour lesquels leur présence est obligatoire ? En règle générale, la présence des parents est requise lors du premier entretien. Vous avez 100%. Vous êtes 100% à avoir répondu que le premier entretien, c'est obligatoire, les parents doivent être là. Et dans une moindre mesure, mais quand même à hauteur de 88%, le dernier rendez-vous. Les entretiens intermédiaires ne nécessitent pas la présence des parents, voire elle est même proscrite parfois par certains professionnels, on le verra de façon plus détaillée tout à l'heure. Seuls 3 services imposent la présence des parents à tous les entretiens. 2 services imposent la présence des parents à tous les entretiens, sauf au deuxième, qui est consacré pour l'un d'entre vous à un entretien réunissant le jeune et le psychologue du service. 3 services imposent la présence des parents aux 2 premiers entretiens et au dernier, car je cite, les premiers, deuxièmes et bilans sont des temps essentiels de la mesure. Les autres rendez-vous sont davantage centrés sur le travail éducatif en direction de l'enfant. Autre citation, il est pour vous important que l'analyse de la situation du jeune puisse se faire collégialement et qu'au premier rendez-vous, les éléments puissent être apportés tant par les parents que par le mineur. Au rendez-vous suivant, la présence des parents n'est pas forcément toujours nécessaire, si le mineur a besoin d'être entendu en dehors de ses parents, si le lien de confiance avec l'éducateur est suffisamment établi. Au bilan, il est important que le retour de la mesure puisse se faire collégialement en présence des parents qui devront poursuivre le travail éducatif amorcé par la mesure. Sur les services qui majoritairement demandent la présence obligatoire des parents uniquement au premier et dernier rendez-vous, là encore, 2 situations. Le premier cas de figure où la présence des parents aux autres entretiens ne pose pas d'opposition, et puis ceux qui posent l'absence des parents comme une position de principe. 18 professionnels indiquent qu'il est important que le jeune soit reçu seul dans les différents rendez-vous intermédiaires, pour qu'il soit pleinement acteur de la mesure, pour que sa parole puisse s'exercer librement, sans le poids des parents. Je vous cite, les autres rendez-vous se font individuellement avec le mineur afin de responsabiliser, d'accélérer à l'autonomie, et l'amener à une réflexion et lui permettre un espace de parole. Autre citation, le jeune est au centre de la prise en charge, le lien de confiance se travaille avec le jeune, la présence des parents à chaque rendez-vous peut constituer un frein à l'élaboration de cette relation. Certains posent comme principe le cas par cas, en fonction de leur analyse de la situation familiale réalisée lors du premier entretien. Pour les entretiens intermédiaires, tout dépend de la situation rencontrée et des enjeux constatés. Ainsi, il arrive que les parents soient présents à presque tous les entretiens ou soient uniquement là au premier et dernier. L'équipe rappelle que cette mesure est une mesure éducative. Par conséquent, elle concerne tout le système familial. Si le service ne considère comme obligatoire que et uniquement le premier entretien, la présence des parents n'est pas obligatoire au bilan. Pour autant, les réponses qualitatives permettent d'indiquer que pour ces 6 établissements, il y a une volonté très forte d'associer les parents, au contraire, à tous les entretiens si nécessaire. Mais leur présence ou absence ne doit pas être un frein au travail réalisé avec l'enfant. Je vous cite, selon la problématique, je peux inclure les parents tout au long de la mesure ou au contraire, les écarter, car je ressens que l'éducateur est la personne ressource et ou confidente qui pourra faire réfléchir et faire évoluer le jeune. Ah non, alors celui-là, comme c'est un petit peu long, je le... Ouais. Ok. Alors ici, on avait isolé... Si tu peux remonter, je suis désolée. Ici, nous avons isolé les réponses qualitatives des services ayant indiqué rendre obligatoire la présence des parents lors du premier et du dernier entretien.
Donc le premier entretien est obligatoire en ce qu'il sert à poser le cadre et à impliquer et à responsabiliser les parents. Là, on l'a vu aussi très très clairement dans le film qu'on a visionné tout à l'heure. Et à les impliquer, à les responsabiliser. Il sert, selon vous également, dans une moindre mesure, à évaluer la situation familiale. Le dernier entretien sert quant à lui à évaluer l'évolution du jeune en premier lieu, mais aussi de la posture parentale. Ce bilan sert également à présenter les conclusions de la mesure aux parents et à l'enfant, permettant de favoriser des changements pérennes dans le temps. On revient toujours à cette question-là. Bien, la question sur les parents séparés. Comment associez-vous les parents séparés au sein de la mesure de réparation pénale? Donc là encore, deux cas de figure assez différents. On a une grande partie d'entre vous qui contactent les deux parents indifféremment, les convoquent. Et une partie qui convoque que les parents gardiens. Alors, pour les 30 d'entre vous qui convoquent les deux parents, sauf violence conjugale et contre-indication pénale, bien évidemment, vous êtes disposés à réaliser des entretiens conjointement avec le jeune et ses deux parents, ou bien à recevoir les parents séparément en fonction des tensions indiquées par les parents eux-mêmes ou par rapport à ce que vous ressentez. Si l'un des deux parents ne vient pas, malgré les convocations, 5 d'entre vous précisent que vous leur transmettez les comptes rendus des entretiens par tout moyen de communication, mail, courrier, téléphone. Un service indique transmettre le DIPC aux parents absents. Vous êtes 12 professionnels à ne convoquer uniquement, du moins dans un premier temps, que le parent gardien. Certains services attendent même de rencontrer le parent gardien avant d'entrer en contact avec le second parent. Et parfois demandent son avis, ou demandent l'avis du jeune. Un professionnel précise, tenant compte que la réparation n'est pas le lieu de résolution des conflits conjugaux, notez que cette information n'apparaît pas toujours au dossier, voire rarement. C'est souvent une situation qu'on découvre au démarrage de la mesure, et là les parents sont légitimes à se substituer comme des parents non séparés. Et comme dans ce cas, on n'a pas forcément la légitimité pour imposer la double présence, sauf si nous sommes capables de faire émerger un motif réel et sérieux. Cette non-convocation du second parent n'empêche pas les services de leur communiquer les informations par courrier ou téléphone, encore une fois, voire de les associer dans un second temps en fonction des situations. Alors, slide 13, comment travaillez-vous la question du conflit parental? Donc, plusieurs réactions différentes. Certains services interviennent directement en leur sein. D'autres vont intervenir à la marge et puis procéder vers des orientations extérieures. Et d'autres n'interviennent pas. Alors, concernant les établissements qui interviennent en direct, 14 occurrences. Certains parlent de médiation, de rencontres avec le psychologue du service ou d'entretien de responsabilisation. Je vous cite, « Toute situation est évoquée en début de mesure en réunion de régulation. Et s'il apparaît une problématique essentielle telle que les conflits familiaux, alors la manière de la travailler y sera réfléchie en équipe. » D'autres professionnels interviennent uniquement si le conflit parental peut expliquer le passage à l'acte du jeune ou si le jeune paraît souffrir vis-à-vis de sa situation. 5 occurrences. Certains interviennent à la marge en rappelant que le couple conjugal diffère du couple parental, 3 occurrences, en recentrant la mesure sur le mineur ou en orientant les parents vers des structures dédiées. 4 professionnels disent ne pas intervenir. On ne travaille pas cette question car la mesure est centrée sur le jeune. En cas de difficulté majeure, dans le rapport, on indique la nécessité du procureur de faire une évaluation par les services sociaux. Il s'agit plus de discussions avec l'enfant afin de comprendre comment il se saisit de ce conflit et de quelle manière il en est impacté. Mais vous n'intervenez pas avec les parents. En conclusion, on vous a posé la question, pourquoi faut-il associer selon vous les parents à la mesure de réparation pénale? Les réponses que l'on vous a proposées, pour le coup, semblent rencontrer votre pleine adhésion. En effet, les 4 premières réponses obtiennent une moyenne supérieure de 4 sur 5. Dans l'ordre des raisons pour lesquelles vous associez les parents, on retrouve dans un mouchoir de poche, donc pour responsabiliser les parents, pour valoriser ou revaloriser les parents dans l'exercice de leur parentalité, mais aussi pour recréer un dialogue parent-enfant, mais aussi pour évaluer et repérer les situations de danger. Un peu en dessous, mais toujours avec un score quand même très honorable de 4 sur 5, vous indiquez qu'il faut associer les parents à la réparation pénale pour pouvoir recréer le dialogue entre les deux parents, autour de l'enfant. En revanche, vous êtes peu nombreux à indiquer la nécessité de revaloriser le jeune aux yeux de ses parents. Les réponses proposées vous semblent d'autant plus satisfaisantes qu'il y a eu très peu de propositions annexes. On vous demande toujours, on vous propose des questions fermées, mais après on vous demande est-ce qu'il manque des choses. Et là, vous avez juste ajouté à cette liste qu'il faut associer les parents car c'est la loi,
On revient vraiment à la notion prosaïque. Au titre de la responsabilité légale, civile et parentale, bien évidemment. Mais aussi, vous indiquez que la mesure sera plus efficiente si les parents sont partie prenante. Voilà ce qu'on peut vous dire sur l'enquête. Elle vous sera transmise par mail, et puis aussi à toutes les personnes qui ont répondu et qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, avec davantage de détails. Voilà. Merci à vous.